Voilà, je vois que l'on rit et qu'on échange dans le chat. Bah, c'est très bien, c'est une bonne chose. Qu'on rit, je vais vous demander toute votre attention sur cette émission aujourd'hui. Je ne fais pas cette émission comme on le dit parfois putaclic, avec des titres aguicheurs. Je ne vais faire que développer quelque chose auquel je crois depuis un certain temps et qui mettra du temps à se développer et dont les preuves viendront petit à petit. Déjà, je vous salue tous et je vous dis bienvenue dans ce live de 12h30 sur Géopolitique profonde. Nous sommes toujours le 26 mars. Nous avions Éric Denessé, entre autres, ce matin, et nous allons maintenant aborder des sujets sur lesquels les géopolitologues, les analystes politiques évitent en général de s'aventurer. Alors c'est évidemment notre rôle aussi d'aiguillonner sur Géopolitique profonde et d'aller au-delà des raisonnements habituels. Aller au-delà des raisonnements habituels, mais essayer de pousser des raisonnements. Qu'est-ce qu'on peut y voir aujourd'hui de la situation en Ukraine? C'est que cette guerre est pliée et que les Européens ne sont pas des imbéciles. Macron n'est pas un imbécile. Peut-être bien qu'il est fou, mais ce n'est pas un sot. Il le sait que cette guerre, elle est perdue. Et lorsqu'il dit il est hors de question que la Russie gagne cette guerre, écoutez, en l'état, elle est perdue. Ils sont échec et mat, chose qu'a reconnu, et nous en avons parlé, justement, et nous en parlons souvent avec nos géopolitologues, ce qu'ont reconnu les États-Unis. Ils reconnaissent absolument le fait que cette guerre, elle est perdue sur le plan conventionnel. Y a-t-il eu des espoirs à un moment donné de la gagner avec la contre-offensive de 2023? Probablement. L'OTAN avait mis le paquet, ça n'avait pas suffi. Ou moins pouvait-il chercher, finalement, on le sait depuis le début, gagner cette guerre et laisser à l'Ukraine gagner cette guerre, faire de l'Ukraine la première puissance militaire européenne. Je pense que ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Par contre, il cherchait à mettre au pied du mur Poutine. Et on voit bien que dans la contre-offensive de 2023, ce qui était recherché, c'était d'aller vers la Crimée. Étonnant parce que stratégiquement, c'est douteux. On a toujours eu un côté au sein de l'OTAN, des Occidentaux, des néoconservateurs américains comme des Européens, une espèce de storytelling avec une forte composante de communication. Communication, mais aussi d'acculer Poutine. Et il s'était dit que à un moment donné, il y avait eu, alors était-ce vraiment une inquiétude ou un espoir finalement? Eh bien, que les forces de l'OTAN avaient non pas repéré des mouvements étranges de missiles, entre autres de missiles tactiques, on va revenir sur tout cet aspect nucléaire, mais on s'était demandé si en effet les Russes, s'ils avaient été acculés sur la Crimée, est-ce qu'ils n'auraient pas pensé à des frappes nucléaires tactiques, donc de terrain, non pas anticité, non pas stratégique, mais pour justement araser les forces militaires qui auraient été en surnombre à certains endroits dans une guerre qui aurait été une guerre non pas de position, d'attrition, mais une guerre de mouvement. Aurait-il pu être tenté à utiliser, s'il voyait le risque en Crimée d'en être délogé, de frapper nucléairement? C'est ce qui avait été dit à l'époque, et par un certain nombre de services de renseignement. Et je dirais même que beaucoup de ceux avec qui nous parlons aujourd'hui, de géopolitologues, de spécialistes du renseignement, eh bien, confirment cela. En tout cas, il y avait eu cet aspect. Ça n'avait pas été le cas. Les stratèges russes s'étaient retirés de l'autre côté du Dniepr. Ils avaient justement mené des opérations à ce moment-là qui s'étaient révélées, dans un premier temps, on avait poussé des grands cris sur LCI, sur BFM, dans les médias français, les médias occidentaux, en disant ça y est, ils sont en train de reculer. En réalité, c'était un recul tactique qui a permis petit à petit de mener cette guerre d'attrition qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la situation s'est totalement renversée et que c'est l'Ukraine qui est à genoux. Et oui, mon cher Bruno Le Maire, c'est l'Ukraine qui est à genoux et ce n'est pas la Russie. Néanmoins, il me semble qu'il y a depuis longtemps déjà dans l'esprit des néoconservateurs la recherche de pousser la Russie de Poutine à la faute et de l'isoler pleinement. Ils s'en sont bien rendus compte qu'ils espéraient l'isoler. Ben non, c'est nous qui sommes isolés aujourd'hui. Comment réinverser à nouveau les choses? On le sait, la Chine l'avait dit,
le point de Rubicon, le point sur lequel ils ne transigeraient pas et retireraient leur soutien à Poutine, c'est en cas d'usage par la Russie de l'arme nucléaire. C'est la seule chose qui pourrait inverser, je dirais, le cours inéluctable qui va bien au-delà de la guerre en Ukraine, qui menace les régimes en Europe de l'Ouest, qui menace, je dirais, l'idéologie mondialiste dans son ensemble. Il faudrait, par tous les moyens, que ces occidentaux, ces mondialistes, ces cosmopolites essaient de prouver la dangerosité, l'extraordinaire dangerosité de ces régimes illibéraux, de ces régimes dictatoriaux, tels que le régime, en particulier archétypal, de Vladimir Poutine. Et pour arriver à cette démonstration, il faudrait leur faire commettre l'irréparable. Et là, c'est très très mal parti, encore plus mal parti maintenant que l'Amérique de Trump a décidé de siffler la fin de ce monde unipolaire, d'accepter les règles du monde multipolaire, d'accepter finalement les règles des BRICS, de dire c'est la guerre commerciale qui primera sur une quelconque guerre militaire, c'est la fin, avec en plus des droits de douane, c'est donc la fin du libre-échange absolu, c'est la fin du mondialisme. Ils sont acculés. Ils sont acculés, et quand ils sont acculés, ils sont dangereux. Alors la première hypothèse, c'est une attaque sous faux drapeau. Elle n'est pas exclue, évidemment, mais cela peut sonner comme une provocation, que ce soit une frappe sur du nucléaire civil, par exemple, ou des attaques massives sur Moscou, même si là, ça paraît totalement impensable maintenant, puisqu'ils n'ont plus les moyens, et jamais les Américains ne laisseront faire. Une attaque sous faux drapeau sur une centrale, ça me paraît de plus en plus compliqué aujourd'hui parce qu'évidemment, la CIA reçoit des ordres qui ne sont plus les ordres qu'elle recevait et le MI6 britannique est lui-même relié de toute façon à Washington et les règles du jeu ont changé. Donc les choses se précisent et est acculé au pied du mur aujourd'hui Emmanuel Macron et ceux qui sont des va-t-en-guerre. Comment maintenir la guerre ou comment essayer de renverser à nouveau et finir par, dans le narratif de la grande peur, de la grande guerre, reboucler avec le réel. C'est toujours le problème. Vous avez des fantasmes qui sont développés, des trois grands narratifs, je le rappelle, de la peur, que ce soit le grand réchauffement, que ce soit la grande pandémie ou que ce soit la grande guerre. Eh bien, il faut à un moment donné que ce narratif, aussi fantasmatique soit-il, puisse se reboucler avec le réel. Ils ont fait en sorte que ce soit le cas avec la pandémie, même si ce virus qui était pire que la peste, combien de familles nous sommes à constater et d'amis, moi je n'ai personne dans mon entourage qui soit mort du Covid, et pourtant Dieu sait comme j'en connais, c'est un grand nombre de personnes. Des effets indésirables, on est en droit de l'imaginer, mais en tout cas du virus, aucun. Mais par contre, on a réussi par quelques biais à recoupler avec le réel pour donner un semblant de vérité. Pareil, vous avez des grands feux de forêt, des méga-feux comme ils appellent ça, ils changent les couleurs même des cartes météo pour expliquer que maintenant avec le rouge, sang, évidemment qu'on va tous mourir, aussi par ce biais-là. Donc on reboucle avec le réel. Pour reboucler avec le réel, avec la guerre, ça va être compliqué. Surtout si une situation de paix s'impose. Et là, tout tomberait patatras. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire les poches, de vouloir faire les poches des Européens, de vouloir faire les poches des épargnants. Encore faut-il donner un peu de grain à moudre. C'est pareil, faire cette grande Europe, mais qui soit une grande Europe, non pas de l'Atlantique à l'Oural, telle que voulu par De Gaulle, mais une Europe intégrée, une Europe fédérale. Ça nécessite aussi que le danger, à un moment donné, se matérialise. Vous comprenez ? Il faut matérialiser le danger. Comment est-ce qu'il peut se matérialiser ? Eh bien, c'est l'hypothèse nucléaire que je vais développer sans aller au-delà de certains éléments qui viendront en leur temps, je le rappelle. Je rends compte que ça fait maintenant déjà presque 10 minutes que je suis en train d'échanger avec vous et que je n'ai toujours pas annoncé la revue de géopolitique profonde, celle de mars 2025, revue confidentielle, où vous avez des signataires tels que, par exemple, ceux que nous retrouvons dans les matinales, Ferreira, Draghi, Janvier, et d'autres très belles plumes, des gens qui recherchent, qui travaillent. Par exemple, vous mangerez des insectes de Thibaut Kerlierzin. Thibaut Kerlierzin est un auteur qui source et travaille énormément ses dossiers et ses sujets.
Et puis, vous avez aussi donc la macroéconomie, on dit Busaglia, les placements au fonds de pleine gamme, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accéderez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. La boutique est toujours ouverte. Vous cliquez sous les vidéos sur les liens en description et vous faites plaisir, si vous le souhaitez, bien évidemment, c'est comme le reste, avec les produits dérivés de géopolitique profonde. Encore au café. Peut-être y rester aujourd'hui, tiens, on verra. Allez, on continue sur ce sujet et peut-être débuter sur le principe de dissuasion nucléaire et comment il subit des distorsions et comment Macron lui-même, dès le départ, lui a fait subir un certain nombre de distorsions assez surprenantes. Dès 2017-2018, en effet, il est élu en 2017, Macron, un discours devant l'école de guerre à Saint-Cyr n'est pas sans troubler, où il veut faire évoluer le concept de dissuasion. Et pas seulement en l'étendant à l'ensemble des pays européens, à l'Union européenne, mais aussi le faire évoluer dans ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est que le principe de dissuasion en tout cas, sachant que chacun a sa stratégie, a sa doctrine, j'ai envie de dire, nucléaire. Elles ont toutes évolué ces derniers temps. Le premier à l'avoir réellement, clairement fait évoluer, non, c'est pas Poutine, contrairement à ce qu'on a prétendu, mais c'est bien les Américains, avec la possibilité d'une doctrine de premier emploi. Premier emploi, c'est-à-dire on frappe les premiers. Et ça, on dit, oui, mais Poutine l'a fait évoluer, c'est extrêmement inquiétant, nous sommes pleins d'angoisse par rapport au danger irresponsable que fait courir Poutine à la paix et même au risque de destruction de l'humanité. Non, Biden l'avait fait auparavant. Et oui, ce sont eux, les Américains, qui les premiers ont modifié une doctrine qui était de second emploi, c'est-à-dire on réagira, mais on ne frappera pas les premiers. Les Américains ont modifié leur doctrine et considéré qu'ils pouvaient frapper les premiers. Suivi en cela, plusieurs mois après, par Poutine, qui a développé le même concept, sachant qu'évidemment, la dissuasion, normalement, n'est pas dans un premier emploi. Le premier emploi, il peut être envisagé, on va dire, avec les armes nucléaires tactiques. C'est un petit peu la petite musique qu'on nous racontait au moment de la contre-offensive et dans les années sur lesquelles le destin militaire de cette guerre a pu hésiter, en accusant, en soupçonnant, en présageant du fait que Poutine pourrait utiliser des armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour contrer un déséquilibre en sa défaveur à un moment donné et qui pourrait être rééquilibré par des frappes nucléaires permettant, par exemple, de neutraliser des colonnes de blindés et des forces qui auraient été regroupées, ce qui n'était pas évident puisque depuis le début, on est sur une ligne de 1200 à 1400 km. Or, la dispersion militaire est telle que l'usage de nucléaire tactique, ce sont peut-être des obus, c'est peut-être aussi des missiles, ça va jusqu'à 20 kilotonnes, 20-25 kilotonnes, le nucléaire tactique, c'est-à-dire l'équivalent d'Hiroshima quand même. Sachant en plus que le kilotonne d'aujourd'hui, si j'ose dire, pèse plus lourd que le kilotonne d'il y a maintenant 80 ans. Donc, ça, il faut le savoir aussi, c'est-à-dire que ça peut être, même si c'est bien sûr pas employé contre une cité, contre une capitale, contre les grandes villes d'un pays que l'on a décidé de frapper nucléairement, ça c'est le nucléaire stratégique, on est quand même sur des dimensions tactiques qui peuvent être plus ou moins importantes, ça peut être aussi des micro-bombes atomiques, mais Poutine l'a démontré avec les frappes avec l'Orejnik, et ça a été un élément très important parce qu'il a envoyé un signal à ce moment-là. Ils s'espionnent et ils se connaissent. Il avait envoyé à ce moment-là un signal aux Européens bellicistes et aux néoconservateurs qui étaient encore au pouvoir, même s'ils avaient déjà perdu la bataille électorale, mais qu'ils avaient déjà décidé de savonner la planche de la politique internationale de Trump. L'Orejnik, c'était de dire quoi? C'était de dire, j'ai pas besoin, parce que le nucléaire tactique, mais ça n'a pas été dit précisément par nos médias, ni même par nos experts qui ne connaissent peut-être pas suffisamment ce sujet parfois, c'est que le nucléaire tactique venait souvent, et est venu souvent, à l'époque, lorsque on craignait, c'était surtout sur des théâtres d'opération tels qu'un déferlement de milliers de chars. Alors maintenant, vous avez les drones, vous avez
des missiles et pas seulement les javelins anti-chars qui permettent de neutraliser ce genre de choses. Mais on disait que s'il y avait vraiment une vaste attaque, on pouvait neutraliser comme ça par du nucléaire. Mais c'est parce qu'aussi les missiles balistiques traditionnels, non seulement pouvaient être interceptés, mais en plus manquaient de précision. Donc quand vous manquez de précision, bah, vous augmentez la charge. C'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas sûr à 500 mètres de toucher votre objectif, mettez du nucléaire tactique avec 2 kilotonnes, vous allez voir, vous allez toucher la cible. Peut-être pas si elle est enterrée, hein, mais en tout cas, et encore, si elle est enterrée, faut-il avoir des ogives nucléaires pénétrantes. On sait que normalement, le nucléaire, il a 2 emplois, mais il a rarement un emploi d'enfouissement et de frappe et d'explosion à ce moment-là. Soit il explose dans l'atmosphère, soit il explose juste à terre, donc il va raser, il va tout brûler, mais par contre, il n'aura pas d'impact. Ça explique l'intérêt d'avoir des abris nucléaires enterrés à 30 ou 40 mètres, ce qui n'est plus évident avec l'Oreshnik, avec les missiles hypersoniques, où ça va tellement vite que ça peut taper très profond, et sans emploi du nucléaire. Donc en fait, là, à ce moment-là, et c'est pour ça, alors on a dit, c'est scandaleux, ce qu'il a fait est dramatique, les médias menteurs, les médias larbins, c'était tout de suite, avaient hurlé, avaient poussé des cris sur cet emploi, alors qu'en réalité, au contraire, ça montrait qu'on pouvait avoir des frappes, là, pour le coup, chirurgicales. Hein, on rappelle quand même que c'est les Occidentaux qui ont inventé ce faux concept de frappe chirurgicale, avec des effets quand même collatéraux, par exemple, avec les guerres en Irak. Hein, on nous avait expliqué ça sur CNN. Ah oui, mais ce sont des frappes chirurgicales en plein cœur de Bagdad. Ne vous inquiétez pas, ça ne tue que les méchants militaires et les méchants potentats du régime de Saddam Hussein. Résultat, après la Deuxième Guerre du Golfe, c'était plus d'1 million de morts. Voilà. Donc c'est ça les frappes chirurgicales. Ben là, avec ces missiles hypersoniques de type Oreshnik, vous avez des frappes vraiment chirurgicales, extrêmement précises, extrêmement ciblées, qui viennent taper justement, et qui peuvent même aller taper dans des abris nucléaires, parce qu'ils arrivent très vite à 30, 40, 50 mètres. On dit même qu'il n'y a même pas besoin de charge, même pas de charge de TNT classique, pas besoin d'explosifs. La vitesse est telle qu'elle permet justement d'arriver à des dégâts aussi considérables et d'une précision diabolique. Donc, clairement, l'espoir que pouvaient avoir les Occidentaux de pousser à bout, par exemple avec des attaques massives, une fois qu'ils n'avaient plus la chance de gagner la guerre, ou en tout cas d'occuper par exemple la Crimée ou de refaire refluer la Russie derrière ses frontières, il ne leur restait plus que des provocations du genre on va envoyer des missiles Storm Shadow, Scalp et autres, Taurus, mais ça les Allemands ne voulaient pas en donner, et frapper dans la profondeur à 200 km à peu près des frontières pour aller taper des aéroports stratégiques, des villes, pourquoi pas, et même aller taper presque à la périphérie de Moscou. Donc on se disait, si à ce moment-là, si une telle chose arrive, les Russes vont être tentés par l'emploi de l'arme nucléaire. Ah ben non, ils n'ont plus besoin. Avec l'Oreshnik, ils ont montré qu'ils n'en avaient plus besoin et qu'ils pouvaient rester dans un cadre de guerre conventionnelle. Et ça, évidemment, c'était ça le problème. Puisque je vous le dis depuis le début, ce qui est recherché, c'est de pousser Poutine à la faute. C'est de démontrer. C'est une espèce de prophétie autoréalisatrice. À force de vous dire, vous savez, la prophétie autoréalisatrice, c'est souvent à la bourse. À force de dire, un gourou de la bourse va dire, oh, telle entreprise est au bord de la faillite, alors qu'elle est en pleine santé financière. Eh bien, le simple fait de l'avoir prophétisé fait que ça finira par arriver. Ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, à force de dire les Russes sont des méchants, ce sont des affreux, de les provoquer, c'est exactement comme ça qu'on les avait poussés à l'opération spéciale en 2022. Si les Américains étaient si sûrs de leur fait, c'est qu'ils avaient donné des ordres aux Ukrainiens d'attaquer le Donbass, hein, les Ukrainiens de Kiev. Donc, ils savaient que les autres seraient obligés de réagir. Bon, ben là, c'est pareil. Vous allez les pousser par tous les moyens à commettre l'irréparable. Donc, on en était donc là, et on se rend compte que tout ça, aujourd'hui, ça tombe à l'eau et que ce ne sera pas possible. Donc, je reviens sur la dissuasion nucléaire telle qu'elle avait été exposée donc, par Macron à l'école de guerre en 2017-2018. Donc là, on n'est pas sur une doctrine de premier emploi avec des armes tactiques, on est sur une doctrine de premier emploi avec une arme stratégique. Bah oui, aussi dingue que ça puisse paraître, Macron a théorisé, c'est dans le discours qu'il a tenu à l'époque, hein, dont je pourrais vous donner d'ailleurs plus tard, si certains s'intéressent, les références, où il explique qu'une ultime frappe préventive
enfin préventive, une ultime coup de semonce qui n'en serait pas une avec l'emploi d'une arme nucléaire peut être envisagée. Alors, est-ce à dire qu'il a réellement fait évoluer la doctrine dans ce sens-là? En tout cas, on peut se poser la question. C'est évidemment du pur délire. C'est une imbécilité sans nom. On se demande comment aucun expert, quand on sait qu'il y a quand même des experts du nucléaire, il y a même un spécialiste, je crois que c'est sur la doctrine, sur l'emploi de l'arme nucléaire, c'est un amiral à l'Élysée. Comment peut-on avoir laissé un fou furieux parler ainsi sans au moins se donner des signaux comme quoi ce qu'il disait est une absurdité? Vous imaginez demain qu'en dernier avertissement à Poutine, vous vitrifiez Moscou et que vous n'allez avoir aucune réaction. Je ne sais pas, c'est pensable ça, même chez un psychopathe majeur. Donc c'est une absurdité. Donc utiliser en dernier avertissement une frappe nucléaire paraît une pure absurdité. Surtout que je vous le dis, il ne parlait pas à ce moment-là de frappe nucléaire tactique. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. On ne voit absolument pas un pays qui ne serait pas co-belligérant ou qui n'aurait pas en tout cas une menace à ses frontières. Quel serait l'intérêt pour lui d'avoir des frappes nucléaires tactiques? Ça n'a aucun sens. Donc c'est bien du nucléaire stratégique dont il parlait. Donc, ce qui est une évolution complète de la doctrine, dont on rappelle que la doctrine française, autant les doctrines américaines et russes évoluent, autant la doctrine française, elle évolue pas. Elle est connue depuis le père de la bombe nucléaire, évidemment, qui est un général dont là le nom va me revenir, et en tout cas avec évidemment la demande du gouvernement gaulliste, du général de Gaulle lui-même, le général Gallois, voilà, le général Gallois qui est à l'origine du programme nucléaire français. Et donc la doctrine, elle est très simple, c'est la doctrine de la sanctuarisation, qui en plus donc est une doctrine qui est en complète contradiction avec l'idée d'un parapluie nucléaire européen dispensé par la France, puisque la bombe nucléaire française a été créée pour sanctuariser notre territoire. Sachant que sanctuaire, dans sanctuaire, il y a sang, il y a sacré, il y a coupure, il y a tout un tas de choses qui, pour des malades mentaux, peuvent vouloir dire autre chose, mais ça, on y reviendra dans le point ultime. En tout cas, parce que entre sacrifier et sanctuaire, il y a beaucoup plus la racine n'est pas exactement la même, mais il y a des correspondances. Il y a réellement des correspondances. Dans sanctuaire, il y a la notion de coupure, aussi. Vous retrouvez Satan aussi. C'est le même, la coupure, la séparation. En tout cas, c'est une sanctuarisation. C'est un territoire dont on va dire qu'il est sacré et que si on touche, on porte atteinte à ce territoire, donc les limites du territoire national, et qu'il y a donc engagement d'une menace existentielle pour la France, eh bien, nous sommes autorisés, le président de la République est autorisé et même fortement encouragé à pouvoir frapper avec des armes, un emploi d'armes nucléaires stratégiques contre l'assaillant. Et l'arme nucléaire tactique peut servir soit pour endiguer une menace conventionnelle, mais aussi éventuellement dans la stratégie du fou au fort, une stratégie terroriste, d'un État terroriste qui pourrait conduire aussi à ce type de frappe en cas d'attaque terroriste majeure. Mais c'est encore une fois, c'est pas la doctrine de la dissuasion, c'est encore autre chose, c'est l'emploi du nucléaire tactique. Dans le nucléaire stratégique, lui, n'a comme seule vocation que de sanctuariser notre territoire. C'est l'avertissement qui est donné à celui qui serait éventuellement plus fort que nous conventionnellement, et de lui dire, eh bien, il vous en coûtera des dommages tellement considérables que l'intérêt pour vous de venir nous attaquer, nous envahir, est dans la balance. Donc on est dans une espèce de rationalité dont je vais dire que c'est la rationalité de l'irrationalité. C'est ce qui fait toute l'ambiguïté, j'ai envie de dire, de la tactique. Et après, on parlera de l'ambiguïté stratégique de Macron qui n'a rien à voir. Mais il est vrai que l'ambiguïté, c'est que on met à l'ennemi le marché suivant en disant regarde le coût-bénéfice. Mais bon, avec des gens qui sont capables de calculer le coût-bénéfice avec les injections comme ils le font, on est en droit déjà de s'inquiéter. Mais en tout cas, l'adversaire, lui, il calcule certainement mieux que les Européens, Mme van der Leyen et M. Macron pendant la crise Covid. Donc, il voit bien que le coût est bien supérieur à l'avantage qu'il peut obtenir. Il dit très bien, on s'arrête là. Donc, il y a cet engagement. Sachant que ça repose sur une rationalité irrationnelle. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le MAD, mutuelle destruction assurée. Eh bien, tout simplement parce que
il faut être quand même dingue pour employer une arme nucléaire. On ne sait pas quelle va être la réaction. Donc c'est quelque part complètement irrationnel, puisque la probabilité d'une réaction du même type est très forte. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.